Leroy, on me signale une image cette nuit, ça concerne Neymar qui vient d'arriver. Ouais, regardez messieurs, Neymar qui arrive à son hôtel avec le Brésil et 3 ados en transe courent sur Neymar, brisent le cordon sanitaire pour se jeter sur lui. Neymar qui a même perdu 2 chaussures dans l'affaire, dans l'hôtel à Porto Alegre. Donc image incroyable en pleine période sanitaire où le Brésil, justement, la contamination est vraiment en hausse. Ça a dû faire peur au service de sécurité de la CSA. Mais surtout qu'il peut se blesser et apparemment il repart, il boite, hein, donc il a certainement pas besoin de ça, quoi. C'est des images. L'amour, il n'y a pas de cordon sanitaire et cordon de sécurité quand il y a l'amour. On sait très bien qu'est-ce que représente Neymar au Brésil. Non, mais on rappelle que des joueurs brésiliens veulent même boycotter la Copa América au Brésil pour l'instant. À suivre pour cette compétition, la Copa América avec le Brésil, l'Argentine et toutes les grandes nations. On y reviendra. On accueille Alicia pour la revue de presse dans un instant. Mais avant cela, Anne-Sophie Bernadi et Tanguy Carwas, nos envoyés spéciaux à Clairefontaine. On prend de leurs nouvelles et de l'équipe de France. Anne-Sophie, d'abord on est content de vous voir et de vous entendre. Vu la météo, on était un petit peu inquiets. On a finalement réussi le soleil de Nice et la plage pour la campagne. Retour à Clairefontaine. On vient de voir il y a quelques instants quelques petits lapins gambader ici. On est vraiment au vert. Mais Saoud, les infos concernant l'équipe de France, eh bien réveil pluvieux, réveil heureux pour les Bleus qui, pour la première fois, se sont donc réveillés au complet à Clairefontaine. Les 26 sont bien là parce que vous le savez, Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Kurt Zouma, les joueurs de Chelsea qui ont remporté la Champions League samedi dernier, ont rejoint le groupe à Nice directement mardi. Le programme du jour, un entraînement qui se déroulera finalement à huis clos alors qu'il était initialement prévu ouvert à la presse. Ce sera à 17h30 et juste avant ça, des entretiens individuels pour les joueurs qui auront décidé de donner leur accord à certains médias, entretiens individuels. Donc pour certains d'entre eux, juste avant l'entraînement, une information concernant Lucas Hernandez. On était inquiet hier, il a bien passé des examens pendant la journée concernant son genou, rien de grave, une petite contusion. Tout est au beau fixe, donc le soleil est même en train de sortir. Et nous, mes Saoud, on va prendre un petit déj devant la fameuse boulangerie qu'attendait Pierre Niguet. Elle est bien ouverte. Aujourd'hui, on va mener notre enquête. Est-ce que Karim Benzema et Kylian Mbappé ont mangé ce matin les croissants et les pains au chocolat de la boulangerie Le Hérisson sur la place de Clairefontaine? On met notre enquête et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Elle était fermée lundi, c'est vrai, cette boulangerie. Et carte blanche pour Anne-Sophie Bernadi et Tanguy Carwas avec bonheur depuis le début de l'équipe du matin. C'est l'humeur de Franck Sauzet. De quelle humeur est-il et de quoi veut-il nous parler? C'est simple, mais ça... Alors, le choix musical... Si, c'est Franck, c'est Franck. C'est Franck, parce qu'il nous a dit positive attitude, la sincérité de Karim Benzema, et donc je veux cette chanson positive attitude. C'est ça, voilà. Exactement. C'est d'ailleurs la chanson, j'attaque pas mon petit billet. Non, c'est vrai que j'aimerais évoquer Karim Benzema, mais pas d'un point de vue footballistique. Tout le monde connaît ses qualités, on va pas parler de dévouement. Simplement, j'ai regardé sa prestation avec beaucoup d'intérêt, surtout son attitude. Je trouve que c'est une attitude qui est hyper positive. Je pense que Karim Benzema, aujourd'hui en équipe de France, a plus à perdre qu'à gagner. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe de France, elle est championne du monde, donc elle a réussi sans elle. Il y a eu une période de 6 ans, je crois, 5 ou 6 ans, et demi, ouais, où il n'est pas venu. Il revient, et je trouve qu'il revient avec beaucoup d'humilité. Et ça, c'est important. Et on le sent, je le sens sincère quand je vois les entraînements, quand je vois sa façon de réagir avec ses coéquipiers. Alors tout dépendra, je sais bien, hein, des résultats, c'est évident. Mais en tout cas, on le sent ouvert, on le sent prêt, non pas se sacrifier, mais vraiment jouer pour l'équipe. Il n'est pas là pour allumer les compteurs, pour se dire il faut que je flambe, il faut que ce soit moi qui fasse la différence. Non, ils se font dans un collectif. J'ai l'impression que ça part bien pour l'instant avec les trois. Et c'est tellement important, quoi. Après, sur le terrain, c'est un régal de voir jouer. Moi, de voir jouer Benzema, c'est... Vous êtes sous le charme, Franck? C'est pas que je suis sous le charme. J'aime ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans son état d'esprit, dans son esprit, c'est pour l'équipe. Ces mouvements sont toujours faits pour l'équipe et en fonction de ces mouvements, les autres se servent de ces mouvements pour se déplacer aussi. C'est très important d'avoir cette influence dans une équipe, c'est-à-dire simplement par le mouvement, la gestion aussi de l'effort, de savoir se situer dans l'espace. C'est tellement important pour les attaquants parce qu'ils travaillent de plus en plus dans des espaces qui sont extrêmement réduits. Maintenant, vous savez, les équipes, quand elles vont affronter la France, souvent elles reculent aussi. On l'a vu, même s'il y a eu, on va
va dire, quelqu'un qui a été exclu de l'équipe du Pays de Galles, ça a été difficile parce qu'il fallait jouer face à une équipe regroupée. Et c'est là où on voit toutes les qualités justement de Benzema, qui est capable de décrocher dans des petits espaces avec un contrôle de faire la différence. Donc il tire l'équipe vers le haut. Je suis persuadé qu'il aura un rôle déterminant dans ce tournoi-là. Mais voilà, j'avais juste envie d'insister sur cet état d'esprit qui est positif et qui, à certains moments, quand on est Benzema, va rejaillir sur l'équipe. Je la retiens, celle-là. C'était une façon de vous accueillir. C'est ça, merci. La positive attitude et la sincérité de Karim Benzema. Vu d'Italie, Simone, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Que le retour de Karim Benzema en équipe de France a été vraiment une cerise sur un gâteau qui était déjà très riche. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt. Le lendemain de sa convocation, il y avait un petit papier dans tous les quotidiens sportifs, pas énorme, mais quand même les retours de Benzema étaient intéressants. Après, aujourd'hui en Italie, il y a beaucoup d'intérêt. On verra sur Olivier Giroud. Et je me pose la question parce que de savoir quel sera le rôle de Giroud dans cette équipe. J'ai l'impression qu'on l'a beaucoup oublié. Depuis quelques jours, on parle que de Benzema. On en parlera tout à l'heure d'Olivier Giroud. Ouais. Mais on peut dire qu'en Italie, Benzema fait beaucoup de peur, a ajouté un peu plus de peur et de respect pour cette équipe de France. Olivier Giroud, la revue de presse étrangère, on en parle énormément visiblement. On verra ça avec Alicia, de quoi il en retourne. Mais Giroud, Ibrahimovic, il y a un lien entre les deux. Alicia nous expliquera ça dans quelques instants. Pierre, la sincérité de Karim Benzema dans tout ce qu'il dégage, est-ce que ça vous a marqué vous aussi? Oui, et je compléterai le super argumentaire de Franck avec une phrase un peu triviale, mais il est revenu pour gagner en fait. Et c'est peut-être bateau de le dire, mais ça n'a pas toujours été l'état d'esprit de certains joueurs qui viennent en équipe de France. Franck connaît mieux que moi la gestion des égos, la construction d'une carrière personnelle. Parfois tu viens en équipe de France pour briller, pour soigner tes statistiques, encore plus pour un joueur offensif. Et Karim Benzema, je dirais pas qu'il est un petit peu au nirvana, mais il y a un petit peu de ça. Il est assagi, il est venu pour compléter son palmarès qui est extraordinaire. Il se met au service de l'équipe. Attention, il va vouloir marquer, il va vouloir gagner et mettre des buts, mais il l'a surtout pour remporter ce trophée. Il l'a dit, et je trouve effectivement que tout ce qu'on voit depuis 10 jours, on n'est pas dans l'intimité du vestiaire, mais tout ce qu'on voit depuis 10 jours, transpire cet esprit collectif de « je suis là pour vous aider à gagner, je veux participer, mais surtout le plus important, c'est qu'on gagne ensemble ». Anne-Sophie, Tanguy, vous les dernières infos avec nos Bleus, leur programme est chamboulé aujourd'hui? Ouais, on est toujours à Clairefontaine en Yvelines, mais Saoud tout près de ce centre national du football. On va commencer à s'en rapprocher tout au long de la matinée jusqu'à cet entraînement, donc 17h30, entraînement initialement prévu ouvert à la presse et qui sera finalement à huis clos. 17h30, c'est l'horaire pour voir cet entraînement. En tout cas, essayer d'apercevoir quelque chose, même si je vous ai dit que c'était plutôt difficile à Clairefontaine. Tous les joueurs devraient être là, alors qu'hier ça a été un entraînement avec deux groupes séparés, un groupe de joueurs qui étaient aux soins, à la récupération, ceux qui ont joué évidemment lors du match contre le Pays de Galles, et puis un autre groupe de joueurs qui était sur la pelouse avec beaucoup d'intensité, pouvions-nous lire dans l'équipe aujourd'hui. Voilà, cette fois tout le monde devrait bien être au complet, à voir si les joueurs de Chelsea vont refouler la pelouse. Hier ils étaient sur un groupe à part, Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud avec le préparateur physique. Donc voilà, on attend beaucoup de cet entraînement, mais Saoud, même si on ne devrait pas voir grand chose. Et puis juste avant, ce sera les entretiens individuels pour certains des joueurs ici à Clairefontaine. Merci Anne-Sophie, on vous retrouve tout à l'heure avec Tanguy, vous vadrouillez dans Clairefontaine pour nous emmener partout. C'est votre carte blanche tous les jours dans l'équipe du matin, avec les infos également de l'équipe de France. Ce qui fait parler ce matin autour de l'équipe de France, c'est son attaque. Alors combien d'étoiles? 5, 7? Combien on en met d'étoiles pour cette attaque? Eh ben, regardez votre quotidien, l'équipe. Ce matin, on va revoir cette attaque qui fait rêver tout le monde, dans le monde entier d'ailleurs. On a parlé du trio. Alors, une attaque 5 étoiles, parce qu'on en met 5 un peu plus devant quand même. Mais vous voyez cet arsenal du côté de l'équipe de France qui est pointé dans l'équipe du jour. De quoi faire peur, Leroy. Allons plus loin avec les arguments avancés dans le journal. Oui, regardez les termes dithyrambiques utilisés pour l'attaque de l'équipe de France. On a par exemple Franck Hez qui dit il était facile de lire leur volonté réelle de se déplacer en fonction des autres avec leur niveau technique et l'état d'esprit affiché. Cela augure de belles choses pour l'animation offensive des Bleus.
René Girard qui dit aussi il y a des similitudes au niveau de la qualité. À l'époque, les attaquants de rupture étaient Anelka ou Thierry Henry. Là, ce sont plutôt Mbappé, Dembélé. On avait un attaquant de surface avec Trezeguet. Dédé peut s'appuyer sur Giroud. Donc voilà une attaque complète pour René Girard. Et puis Francesco Guidolin, l'ex-entraîneur de l'AS Monaco, qui dit les problèmes, ce sont les adversaires de la France qui vont les avoir. Donc, vraiment une attaque de feu pour nos 3 consultants. Alors déjà, Pierre, il commence déjà à être agacé. C'est Didier Deschamps qui est là avec nous ce matin dans l'équipe du matin. Il aime pas quand on dit trop bien de l'équipe de France. C'est la réalité aujourd'hui. Alors, vous parlez de réalité. Très bien. Vous avez raison, c'est sur le papier, c'est très beau. Moi, je m'appuie sur les faits. À l'Euro 2016, les 3 attaquants remplaçants, Coman, Martial et Gignac, c'est 0 but dans la compétition. Et les Bleus vont en finale de l'Euro. La Coupe du Monde 2018, les attaquants remplaçants, c'est Nabil Fekir, Florent Thauvin et Thomas Lemar. Dites-moi l'apport de ces 3-là dans la conquête du titre mondial. Il est proche du néant. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où Didier Deschamps tient une animation offensive qui fonctionne, et je pense que hier on l'a vu, j'entends et j'adore Kingsley Coman, j'aime Dembélé, j'ai toujours défendu Marcus Thuram. Mais je me demande à quel point, et c'est normal qu'on ait ce débat sur la préparation, mais à quel point ces garçons-là auront un rôle majeur à jouer pendant la compétition. Je dis pas que Deschamps est conservateur, loin de moi cette idée, mais à partir du moment où il tient quelque chose, il va le garder. Donc je pense qu'on fait un débat sur quelque chose qui est à la marge en fait. Pourquoi à la marge? Mais parce que je viens de l'expliquer, ils n'ont pas servi dans les conquêtes à l'Euro 2016 de la Coupe du Monde. Franck, il est comme ça depuis tout à l'heure. Il se dit à quel moment, je tacle à quel moment j'y vais. C'est fini, je peux plus. C'est tant mieux pour moi. Non, j'écoute et je reçois complètement ces arguments. Je trouve que quand on a un effectif comme ça, et c'est vrai, quand on voit ces attaquants, c'est des attaquants, vraiment, ce sont des attaquants de grande qualité, de classe internationale. Ça facilite le boulot du sélectionneur. Parce que ce qui peut être dangereux dans des effectifs qui ne sont pas fournis, comme celui de l'équipe de France, c'est que le sélectionneur tarde peut-être à changer, alors qu'il voit peut-être une situation tactique qu'il faut remédier, ou il sent peut-être un de ses attaquants phares qui est un peu moins bien, et il peut y avoir le doute, oui, mais même en étant un peu moins bien, il sera toujours meilleur que si je fais rentrer peut-être celui-là. Ça existe dans certaines nations. Alors que là, non, c'est un confort extraordinaire, quoi. Et Didier Deschamps, le connaissait un petit peu, je ne pense pas qu'il prenne non pas des gants, mais qui réfléchissent longtemps à une situation qu'ils jugent pas tenable, ou qu'ils jugent qu'il faille vraiment s'investir et prendre une décision. Quand, regardez, le match amical, Dembélé est rentré, il était là, il a marqué, il sait certainement, ce garçon, qui ne sera pas titulaire. On se rend compte qu'il y aura cette hiérarchie dans un premier temps de Benzema, de Griezmann, donc, et de Mbappé. Mais le changement, lorsqu'il est effectué comme ça en cours du match, et vous faites rentrer des gens de qualité, vous savez qu'ils vont vous apporter quelque chose, c'est un confort pour le sélectionneur, à mon avis. Et ça peut être déterminant pour l'Euro. Ouais. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner l'Euro, attention. Ouais. Mais Simonet, en Italie, franchement, en Italie, vous rêveriez d'avoir des attaquants de ce niveau-là. Autant d'attaquants de ce niveau-là. En Italie, on a des attaquants, oui, un peu différents, de qualité, des qualités complémentaires. Il y a quand même, pour moi, 5 titulaires dans l'équipe de France, parce que j'ai mis sur le même plan Benzema et Giroud. Et Ousmane Dembélé peut être à la hauteur de Griezmann ou Mbappé en certains moments, dans certains matchs surtout, s'il y aura un peu plus d'espace. C'est vrai, on peut se demander quel sera l'avenir, quels seront les rôles dans cette sélection, dans cet Euro, de Ben Yedder, de Marcus Thuram. Mais quand même, il n'y aura pas les 7-8 joueurs offensifs tous ensemble, on ne les verra jamais. Mais quand même, sur les premières... Est-ce que ça fait peur, Simonet? C'est le titre de l'équipe ce matin qui nous fait parler, parce que on détaille le potentiel offensif de l'équipe de France, et ça fait peur. Est-ce que ça fait peur à l'Italie ou pas? Oui, pour la qualité. Après, tout dépend des choix de Didier Deschamps. S'il sera capable aussi de gérer les sorties de certains joueurs, quand Mbappé n'est pas performant, comme disait Franck avant, tu fais rentrer Dembélé, il met 2 buts, et après, qu'est-ce qui se passe derrière? On sait très bien comment fonctionne la presse. Nous qui on travaille, il y aura quand même beaucoup de titres, beaucoup de questions. Si Benzema n'est pas performant, rate un penalty, marque 0 but, et à la 4 occasions, et Giroud rentre 3 minutes, marque un but, on se demande qu'est-ce que sera l'avenir. Donc, alors ça, c'est beaucoup plus en Italie, Simonet. Mais je vais vous aider pendant tout l'Euro à vous mettre des doutes. Je suis là pour ça. Je suis un insider de l'Italie pour s'aimer un peu les troubles ici. Non, mais en rigolant, il y aura des questions à se poser, vu la richesse offensive, sur la capacité de gestion de Didier Deschamps, qui n'avait pas cette richesse il y a 2 ans en Coupe du Monde. Moi, je suis pas... Je reste un peu convaincu de mon idée d'une forme de rigidité offensive, et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. Franck l'a dit, à partir du moment où les joueurs sont là, bons ou pas bons, tu leur fais confiance. La grosse difficulté que Deschamps va devoir affronter, c'est la gestion, la paix sociale. Ils sont 26.
Donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui seront en tribune, même pas sur le banc de touche. Là, derrière vous, mes Saoudis, ils sont 8. Je me tourne. Il y en a au moins, je dis bien au moins 1, voire 2 qui seront en tribune et pas sur le banc de touche. Alors, c'est facile de mettre Marcus Thuram, mais à un moment, si vous voulez peut-être mettre Ben Yedder, il va falloir lui expliquer. Donc je veux dire, c'est des joueurs déjà qui vont avoir Ben Yedder, peu de temps de jeu. Alors j'adore Ben Yedder, mais il peut pas demander d'explication s'il joue pas Ben Yedder en cette liste. Ne pas jouer peut-être. Être dans les 3 en tribune, je peux dire qu'il va falloir rattraper après les joueurs pour les garder concernés, quoi. Thauvin, c'était 6 minutes de temps de jeu à la Coupe du Monde. Dembélé, il a pas joué à partir des 8e. Lemar, il a pas. Pierre, vous savez ce qu'on va faire? C'est ça qui est important. On va prendre notre témoin, notre homme du vendredi aujourd'hui pour gérer ça. Lui qui a connu la gestion, il fallait gérer Cantona, Ginola en équipe de France et vous étiez là. Donc comment on fait pour gérer c'est vrai que vous étiez dans cette équipe, c'est le plus dur. Et d'autant plus que vous évoquiez cette époque-là, mais Saoud, on a vu que dans les sélections, après, le nombre de joueurs a augmenté. Là, ils sont combien? 26. 26, donc. Exceptionnellement. Là, il faut gérer tout ça. Donc, il est évident que Didier Deschamps d'entrée de jeu, a dû définir des règles, on va dire, et chaque joueur, par exemple, sur ces 8 joueurs offensifs, bon, Dembélé, c'est pertinemment, et je pense d'ailleurs qu'il en a parlé à un de nos consultants. Voilà. Ça, c'est pour la pub, Franck. C'est le petit code. C'est une manière il sera employé dans un premier temps comme un joker, mais par contre, quand il va rentrer, il va falloir faire la différence parce que c'est un joueur qui est rapide et qui peut rentrer à des moments clés, quoi. Ça va pour la pub, c'est bon. Ouais, mais c'est une manière polie de dire que bon, voilà, il va falloir qu'on y aille. On est très poli dans cette oui, on est bien, on vous accueille bien, Franck. Et peut-être qu'il y a des petites anecdotes croustillantes sur Cantona, Ginola après la pub. On va gratter. Allez, on est de retour juste après une courte pause. Allez, les toutes dernières infos tout d'abord, Leroy. Oui, on démarre avec, on en a parlé tout à l'heure avec Alicia et Simone, Zlatan Ibrahimovic qui accueille Giroud, les bras ouverts à Milan, mais il reste le seul dieu de Milan. C'est lui-même qui le dit, mais il est élogieux envers Olivier Giroud. Il dit, il est important d'avoir des joueurs qui ont gagné des trophées, et puis plus il y a des joueurs qui ont gagné des trophées, mieux c'est. Giroud qui serait bien accueilli par Zlatan Ibrahimovic. C'est dire quand même la stature de Zlatan Ibrahimovic, cette déclaration-là pour Olivier Giroud, ça change tout pour le choix de l'AC Milan ou pas, Simone? Non, parce que Milan a déjà fait son choix. On a vu même hier la une de la Gazzetta dello Sport, il y avait Giroud avec sa belle Ligue des Champions, c'était accueilli presque en star. Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire que c'est fait, c'est officiel, selon mes informations, il n'y a pas de doute, un contrat de 2 ans et près, 4 millions nets par an. Alors on rappelle ça, donc 2 ans et 4 millions nets, oui, c'est l'info que vous nous donnez ce matin. Ce serait la chiffre dont on parle. Et après, à la fin de l'Euro, donc plutôt possible, j'espère, pour lui, pour se présenter au nouveau supporter, il sera à Milan avec Zlatan. Mais c'est vrai qu'Olivier Giroud en Italie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ouais, on continue d'en parler, nous, dans un instant, mais on va filer à Clairefontaine, retrouver Anne-Sophie Bernadi, notre envoyée spéciale auprès de l'équipe de France. Carte blanche, elle se promène à Clairefontaine, elle nous donne les infos, elle fait tout avec Tanguy. Anne-Sophie, on est avec vous, normalement? C'est la boulangerie, ça. On a amené notre petite enquête sur la boulangerie. Bah oui, bien sûr. On est juste ici et on va rentrer dans cette boulangerie avec Tanguy Queiroz. On va retrouver Alan, le propriétaire, puisque on le sait, les Bleus ont leur entraînement. Il sera à huis clos à 17h30. Alors Alan, qu'est-ce que vous conseillez aux joueurs pour un petit encas, pour se mettre en jambes, prendre de l'énergie avant cet entraînement? Pour un petit encas, j'aurais bien conseillé notre spécialité, donc un petit erichou. Donc c'est une chouquette, voilà, à base de crème chantilly. Je vous en mets un seul? Bah oui, bon allez, tranquille, on goûtera. Voilà. Hop. Bon ben, j'y vais mes Saoudins, je vais goûter les richoux. Alan m'a prévenu, je vais peut-être m'en mettre partout, c'est ça? Peut-être. Anne-Sophie, Franck Sauzet a une demande pour vous. Oui, est-ce qu'Anne-Sophie... Ah oui, c'est pas mal Alan, mais... Franck, vous avez une demande. Anne-Sophie, Franck a une demande pour vous. Je sais pas si elle nous entend, Anne-Sophie. Non, je crois pas. Si, elle vous entend. Oui, je vous entends, Franck. Oui, Anne-Sophie, vous pouvez nous en ramener quelques-unes, parce que la chouquette, en fait, c'est on va dire, la mignardise pratiquement du footballeur, parce que vous en prenez une, vous avez la sensation de ne pas en prendre beaucoup, donc vous n'allez pas grossir, vous en prenez une deuxième, puis rapidement, vous arrivez à la 5e ou 6e, et là, vous commencez à réfléchir, mais c'est trop tard. Ah ouais, mais celle-là, Franck, elle est quand même fourrée à la crème. C'est peut-être un peu lourd, non, Alan? Vous savez pas autre chose pour nos footballeurs, là? On a aussi
beaucoup de points spéciaux, dont par exemple l'athlétique, donc on l'appelait comme ça parce qu'on a beaucoup de cyclistes qui viennent dans le coin et qui consomment juste une tranche. Donc vu que c'est à base de fruits secs, graines de courge, cranberry, noisettes, ben voilà, ça peut être pas mal avant une petite partie d'entraînement. Ouais, ce sera pas mal, on va en prendre un petit bout, on va essayer de le donner avant le huis clos à nos joueurs de l'équipe de France, pas sûr que ça marche. Et puis nous aussi, pour craquer le huis clos, on va avoir besoin de force, donc moi je vais continuer à manger des érichous. À tout à l'heure, Anne-Sophie. Alors c'est extraordinaire parce qu'au moment où elle allait se présenter vers le comptoir, Franck disait c'est des chouquettes. Eh oui. Connaisseur, quand on est gourmand et qu'on fait ce métier-là, il faut faire quand même très. Vous êtes allé jusqu'à 37 ans quand même pour la carrière, donc ça va, vous étiez plutôt bien. J'essaie de me rattraper maintenant. L'équipe de France à Clairefontaine aujourd'hui. On retrouvera Anne-Sophie un petit peu plus tard pour d'autres détails sur la suite de la journée de nos Bleus. Leroy, on revient. C'est Simonet qui nous parlait d'Olivier Giroud. On va continuer à en parler parce que Olivier Giroud qui se dirige donc vers l'AC Milan, information que nous donne Simonet, un contrat de 2 ans et un salaire de 4 millions d'euros net par an. Pierre, c'est le choix idéal pour Olivier Giroud, d'après vous? C'est ce que j'allais vous dire. Il a 35 ans, c'est un 86. On connaît son attachement, son amour pour la longévité de sa carrière. Pour l'équipe de France aussi, ça veut dire que pour moi, ça le crédibilise pour faire la Coupe du Monde au Qatar, qui sera en novembre, donc dans 1 an et demi. Donc il sera encore en plein dans ses 2 ans de contrat au Milan si ça se passe bien. Il va disputer la Ligue des Champions puisque le Milan s'est qualifié après 7 ans d'absence en Ligue des Champions. Il va garder une compétitivité, il découvre un nouveau championnat, un nouveau défi. C'est un garçon qui marche énormément au défi, à la compétition. Donc moi je trouve que c'est un choix vraiment génial pour lui, très honnêtement. Et encore une fois, ça lui permettra de continuer à durer en équipe de France. Franck, vous qui connaissez très bien l'Italie parce que vous y avez joué longtemps et avec beaucoup de succès d'ailleurs. C'était contre les Italiens le succès. Je suis désolé pour ça. Mais bon, parce que Franck a joué une saison à l'Atalanta, ils s'en souviennent plus. C'est vrai, moi non plus d'ailleurs. Enfin joué, il a signé une saison à l'Atalanta. Juste après le titre avec l'Olympique de Marseille en 93. Exactement. Mais pour revenir les propos de Pierre, je suis complètement d'accord avec lui. C'est un beau challenge et je pense que Olivier Giroud, il marche dans ces challenges comme ça. C'est important. Puis je pense sincèrement qu'il va apporter un plus. Après, je connais pas les configurations techniques de l'entraîneur de Milan. Mais vous imaginez si les deux, Zlatan et Giroud donc jouent ensemble, il va falloir être costaud derrière quand même. Aujourd'hui, Milan joue en 4-2-3-1, donc avec un seul attaquant de pointe. Après, on peut imaginer aussi de changer parfois les systèmes. On est encore en pré-saison, la pré-saison doit commencer. Stefano Pioli va faire tous les expériments. L'entraîneur, Stefano Pioli. Oui, Stefano Pioli est l'entraîneur. Mais pourquoi pas, ça peut être une hypothèse. Juste avant d'enchaîner avec le journal des Bleus, Simonet, pour les Français qui suivent moins l'actualité des championnats européens, l'AC Milan, c'est de nouveau un grand club ou pas? C'est toujours un grand club. Enfin, c'est de nouveau. Oui, d'accord. L'histoire ne s'est pas. Mais ils reviennent en Ligue des Champions avec beaucoup d'absence. Après beaucoup d'absence, quand même. Ils reviennent en Ligue des Champions après 7 ans. C'est un projet important. Économiquement, c'est pas un club qui va dépenser des centaines de millions d'euros. Il y a une vision d'avenir avec beaucoup de jeunes, comme Benasser, comme Théo Hernandez, les jeunes Kaloulou qui est arrivé des Lions, qui a eu un rôle quand même pas important, mais quand même un joueur en plus dans l'effectif. Ils ont signé McMahon, on l'oublie pas, meilleur gardien pour moi de la dernière Ligue 1. Donc c'est un projet d'avenir avec des joueurs d'expérience. Parfait pour un cadre comme Olivier Giroud. Eh ben voilà, comme ça on souhaite que ça réussisse pour Olivier Giroud. On attend l'officialisation quand même de son transfert à l'AC Milan. Il y a beaucoup de Français, effectivement. Kaloulou, des francophones comme Kessie et Benasser, donc... c'est la deuxième langue de vestiaire, les Français, aujourd'hui. À suivre pour Olivier Giroud, donc. Chez les Bleus, l'infirmerie qui est complètement vide ce matin, Leroy. Oui, plus d'inquiétude pour Thomas Lemar, ni Lucas Hernandez. Du côté de Thomas Lemar, que vous voyez ici au milieu de l'image. Et puis Anne-Sophie vous le disait, des nouvelles rassurantes pour Lucas Hernandez. On parle d'une légère blessure au genou. Il devrait être disponible pour affronter la Bulgarie en amical. Et puis N'Golo Kanté, lui par contre n'a pas participé à la séance d'hier. Il était diminué par un petit souci gastrique. Il s'est contenté d'un petit footing avec le préparateur physique. Et on est content pour Lucas Hernandez. On est rassuré vraiment. On a commencé à avoir un doute après le match. Magnifique. Ça, vous... on a l'entraînement, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. Bonne nouvelle, ce que vous disiez, Leroy. C'est vrai qu'il y a pas de blessés, quoi. Et ça, c'est un marqueur qui est quand même assez important parce que la compétition va arriver et avoir un effectif, on le répète encore, de qualité sans blessés.
c'est quand même c'est super quoi pour le sélectionneur. Pour l'instant, tout va bien pour l'équipe de France. Hein. On est vraiment dans une préparation idyllique pour nos Bleus. Mardi, France-Bulgarie, on le rappelle, c'est important, ça se jouera avec du public. Oui, 5000 spectateurs pourront assister à la rencontre et c'est essentiellement des personnes invitées issues du personnel soignant, des membres du club de supporters des Bleus ou encore des licenciés des clubs amateurs. C'est 5000 au Stade de France, mais honnêtement, en ce moment, on prend. Hein. On aimerait bien revivre le Stade de France avec des images, le stade entier comme ça. C'est ça. Voilà, on voulait vous montrer ça ce matin, mais on avance tout doucement, Pierre. C'est vrai que ces images, le dernier match, si je ne me trompe pas, ça doit remonter à novembre 2019 pour avoir un Stade de France plein pour un match des Bleus. On est plus proche des 2 ans maintenant, donc ça remonte à loin. Ils avaient joué devant 1000 personnes à l'octobre dernier quand les jauges étaient fixées à ce niveau-là. 5000 personnes, ça va être sympa. Ça va être sympa. On va les entendre en plus. Bon, même si ça va avoir une impression visuelle vide, mais d'un point de vue sonore, on sait que les télés peuvent mettre les micros en plus. Donc je pense que devant l'écran, ça va être sympa. Alors Pierre, bouchez vos oreilles pour ce qui va suivre. Parce que comme vous n'aimez pas ça, j'ai un peu peur pour vous. J'ai un peu peur pour votre petit cœur là. Écoutez-moi bien. La France qui est ultra favorite selon l'Observatoire du football, Leroy. Très loin devant tout le monde. L'Allemagne juste derrière. Regardez ce classement proposé par l'Observatoire du football qui a basé son classement en fonction des clubs où évoluent les joueurs de chaque sélection et le temps de jeu qui leur est attribué. Les Bleus sont évidemment favoris puisque tous les joueurs jouent dans des grands clubs, le Real, Chelsea, le Bayern, Paris. C'est pour ça que par exemple, la Belgique est 8e. Au hasard. La Belgique qui est première au classement FIFA est 8e de ce classement de l'Observatoire du foot. Comptez dans l'étude ou pas? C'est le seul qui joue au Real Madrid, donc je crois que vous avez plus de joueurs dans des grands clubs. D'accord, non mais pas vu sa saison, est-ce qu'il était compté ou pas dans cette étude? Est-ce que ça compte vraiment? Non Pierre, vous détestez ça? Non, mais je déteste pas parce que je vais passer pour celui qui est un vilain petit canard. Je dis juste que oui, la préparation idyllique, tant mieux qu'il n'y ait pas de blessés. Faisons attention à pas trop s'enflammer avant le début de la compétition. Le plus important, c'est d'être bon le 15 juin en Allemagne. Il faut dire la vérité quand même. La France, c'est pas les favoris. La France a déjà gagné. Aujourd'hui, il y a une compétition qui va se mettre en place. C'est la Louis Vuitton Cup. Tu sais, la Louis Vuitton Cup, c'est la compétition entre les bateaux pour aller à la Copa l'America's Cup, la Copa América comme on dit. Et c'est lui qui gagne a le droit de défier les championnes. Il y a déjà un champion, c'est la France. Les autres vont, comme ça, jouer en euro pour arriver en finale et perdre. C'est très simple. Non, là, il nous embrouille. Simonet, Italie, République tchèque, c'est ce soir. Vous avez une attaque à 5 étoiles. Vous avez le meilleur sélectionneur. Vous avez un grand gardien. La charnière, on n'a pas encore parlé, mais c'est extraordinaire. Les latéraux, ils marquent des buts magnifiques comme Pavard. Non, les meilleurs intendants du monde. Il y a les meilleurs milieux du monde. Encore Kanté, Rabiot. Moi, je pense qu'on va même annuler carrément. On va prendre le titre, on va soulever la coupe. Voilà. Pourquoi s'embêter? C'est dommage parce qu'on n'a pas du plaisir. Pourquoi s'embêter? Vous avez raison, Franck. Allez, sur les Champs-Élysées, tout le monde. On va parler de l'Italie dans un instant, Simonet, et l'humeur de Pierre juste après une courte pause. Restez bien avec nous. L'équipe du matin revient tout de suite. C'est l'humeur de Pierre Niguet. Dans quelle humeur est-il et de quoi veut-il nous parler, Pierre? J'avais envie d'être un petit peu... Disparu? Jean-Pierre Madère? C'est pas mal. Qui est disparu pour vous? Qui a choisi la musique, mais ça colle un petit peu. Non, je voulais donner un petit temps de parole aux oubliés de cet euro. Ne pas oublier les oubliés, ceux qui ne participeront pas à l'euro. Il y a 3 catégories en fait. Vous avez le syndrome de la petite nation. Par exemple, Erling Haaland avec la Norvège ou encore Jan Oblak avec la Slovénie. Voilà, c'est des garçons qu'on ne verra pas dans cet euro, qui n'ont pas réussi à se qualifier parce qu'on le sait sans être méchant que le potentiel de leur sélection est un petit peu compliqué. Donc il y a ça. Il y a la catégorie c'est le syndrome de la naissance. Voilà, je pense à Sergio Ramos. Alors il a eu des complications, mais il n'a pas été très bon aussi. Il manque l'euro avec Luis Enrique. Il y a aussi un garçon comme Julian Draxler, par exemple, qui était un pilier de la Mannschaft et qui au dernier moment fait pas partie de la sélection. Lui, il a fait une année mauvaise avec le Paris Saint-Germain et il paye ça. Et puis après, vous avez le syndrome, je dirais Benoît Paire, quoi. Le syndrome où vous n'avez pas de chance. C'est la blessure juste avant l'euro. On parlait d'Ibra tout à l'heure. Voilà, Zlatan avait fait un retour extraordinaire en mars dernier avec la sélection, avec chose pas normale pour lui, une sorte d'humilité. Il avait réintégré sa sélection. Il ne fera pas la compétition. Virgil van Dijk, qui est peut-être le meilleur défenseur central du monde, va manquer également la compétition avec les Pays-Bas. Et du coup, pour terminer avec une pirouette, il y a aussi le syndrome Aymeric Laporte. C'est-à-dire que lui, il ne devait pas faire l'euro. Il a réussi à changer de sélection. Et du coup, on va le retrouver avec l'Espagne. Donc, comme quoi, il y a toujours une manière de rebondir un petit peu pour disputer une grande compétition. J'avais oublié cette chanson, Jean-Pierre Madère, disparu. C'est sympa, Pierre, effectivement, parce que Franck, ça vous a touché le choix de Pierre? Notamment quand Pierre évoque les blessures.
c'est vrai que c'est la pire des choses. Quand vous préparez tout au long de l'année, vous êtes dans le coup, et puis il y a la blessure qui vient et qui vous stoppe. Donc il faut être fort dans la tête. On quitte une sélection par rapport à la blessure, mais ça bouge aussi. Imaginez que votre sélection, eh bien, elle trouve un équilibre, qu'il y ait la concurrence qui se mette en place. C'est l'histoire Après, vous tardez, c'est l'histoire qui est d'une manière perpétuelle en mouvement. Donc, ouais, ça, c'est très, très compliqué, quoi. Puis il y a des petites nations aussi, où il y a des grands joueurs, et qui malheureusement ont moins de chance, mais c'est aussi une manière de se motiver, et pour ces joueurs-là, comme Alain notamment, c'est d'essayer de porter réellement ces équipes, de les amener à progresser, et un jour d'obtenir la qualification. Elle a une saveur encore plus forte. Et puis parfois, Franck, on se qualifie pour des compétitions, mais il vaut mieux pas y aller. Hein? C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Vous faites allusion à quoi? Dites-moi. 92 par exemple, au hasard. Ouais, 92. Grand chelem pour les éliminatoires avec l'équipe de France, sélectionneur Michel Platini, et à l'Euro, on gagne pas un match Saoud, et on est viré au premier tour. Il faut toujours trouver le positif. Vous savez, le positif. C'est pour ça qu'il s'est forcé à pas se qualifier pour le mondial derrière. L'équipe du Danemark, rappelez-vous quand même cette histoire qui est incroyable. Vous avez permis ça. Vous avez permis ça. L'équipe du Danemark, ils étaient en vacances, ils étaient en Espagne, parce que vous savez, dans les pays nordiques, quand on part en vacances, on part en vacances. Hein. On se tape des bières pendant 15 jours. Ils n'étaient pas du tout concernés. Il y a eu la guerre de Yougoslavie qui a éclaté. Donc, cette équipe Yougoslavie qui s'était qualifiée n'a pas pu faire l'Euro. Ben, nos amis danois, ils sont arrivés, hein, bien tranquilles, bien reposés, pas de préparation, et ils ont torché tout le monde. Voilà, y compris, et ils ont été champions de l'équipe de France, voilà, quoi. Donc, voilà, ça, bravo. Ça mène une réflexion sur la préparation. On va changer la préparation. Voilà. Chouquette involontaire, Fontaine, et on y va pour l'équipe de France. Allez, voyons la préparation des grandes nations de cet Euro. C'est le Tour d'Europe. Alors, le premier pays, c'est toujours Leroy qui décide, c'est comme ça, c'est la Belgique, et c'est Sacha qu'on va retrouver avec plaisir, Sacha Tavolieri, qui sera avec nous pendant tout l'Euro. La Belgique, l'hymne, la Brabançonne, et l'état d'alerte ou pas en Belgique après le nul hier soir face à la Grèce pour le premier match de préparation. On va voir ça avec Sacha. Comment s'est réveillée la Belgique ce matin, Sacha, au lendemain de ce match nul un partout face à la Grèce? Bonjour Messaoud. Eh bien écoute, je dirais que la Belgique s'est rassurée, mais en même temps s'est posé énormément de questions. C'était assez moyen. Il y avait beaucoup de points négatifs et quelques points positifs. On a pu souligner effectivement du côté de la Belgique des choses intéressantes, notamment Yannick Carrasco, qui a été assez intéressant dans sa dévotion collective, dans le travail qui était assez précieux justement dans ce poste d'électron libre avec Thorgan Hazard sur ce côté gauche. Il a montré en début de match des choses assez intéressantes. Donc comme quoi pour remplacer Eden Hazard, je te le disais hier, eh bien il y a des solutions. Doku également en première mi-temps, mais c'est vraiment en deuxième mi-temps et dans certains fragments du début de match également qu'on a paru assez fragile. En effet, il y a quand même beaucoup trop de flottement pour le moment dans ce trio défensif. On reste quand même sur les longs ballons adverses dans le dos de la défense assez fébrile. Et puis, on peut parler du milieu de terrain également qui, sans Axel Witsel, qui, je le rappelle, est toujours blessé, devrait arriver seulement pour le match face à la Finlande, troisième match de la phase de poule, eh bien, ça manque encore de consistance, ça manque d'équilibre. Et la première, entre Leander Dendoncker, le joueur de Wolverhampton, et Dennis Pratt, celui de Leicester City, eh bien, elle n'a pas vraiment été une vraie réussite hier soir. Vous n'avez pas l'air convaincu, quoi, en gros, Sacha. Non. Convaincu, non. Je suis pas trop convaincu. En résumé, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, Franck, la Belgique, on les considère toujours comme des favoris, ou en tout cas. Oui, c'est un match amical, c'est un match de préparation, donc il faut quand même, il va y avoir du réglage. Même si c'est vrai, je suis complètement d'accord et je partage l'avis, mais je pense qu'après il y a des joueurs qui vont rentrer, quoi, qui ont du métier, qui sont bons. Donc ce visage-là, il y a peu que peut-être là où je me pose des questions, c'est quand même effectivement sur cette défense à 3 qui personnellement me paraît lente, sur les ballons justement dans le dos. Donc, mais je pense qu'ils seront prêts, les Belges, parce qu'ils ont l'habitude. Donc je suis pas inquiet pour eux, ce sera encore une nation sur laquelle il faudra compter. Un dernier mot sur Eden Hazard, Sacha, il sera prêt quand? On a plus d'infos ou pas? Eden Hazard devrait être prêt pour dimanche. On devrait le voir. Donc, c'est la bonne nouvelle. Ce sera sur la chaîne L'Équipe en plus. Face à la Croatie, 45 minutes. Donc, ce sera intéressant, évidemment, de le voir. À voir si ça plaque. Donc, n'oubliez pas, il s'est fait placer une plaque en mars 2020 à la cheville droite. À voir si ça lui permettra d'être un peu plus mobile parce que ça fait quand même beaucoup de la peine quand on le voit jouer. En tout cas, quand on le voyait jouer ces dernières semaines avec le Real. Merci Sacha, on vous souhaite que ça aille mieux rapidement pour les Diables Rouges. À très vite.
À la semaine prochaine, Sacha. Merci encore. On file en Espagne. Espagne-Portugal ce soir. C'est pas l'hymne préféré du plateau, j'ai l'impression, l'Espagne. Ça provoque pas... C'est un hymne sans parole, déjà. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. On va voir Antoine Simolo, notre correspondant en Espagne. Antoine, Espagne, Portugal ce soir. Est-ce qu'on est décidé à parler un peu de la sélection du côté de l'Espagne ou on est toujours focalisé Barça-Real ? Non, bonjour Messaoud. Non, ça y est, on en parle un peu. Ça fait notamment la une des quotidiens madrilènes. Alors pas les Catalans, puisque on parle plus de Koeman qui va rester l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Mais on en parle un petit peu, nous aussi d'ailleurs, donc c'est bien. Mais ce match là face au Portugal, on l'attend. Ce sera à 19h30 au Wanda Metropolitano devant 15 000 spectateurs. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes autour de cette sélection de la Roja, que ce soit sur sa capacité à aller loin dans la compétition, mais aussi, j'allais dire, sur l'équipe qui va jouer, parce que il y a énormément de changements chez Luis Enrique d'une liste à l'autre. Il y a très peu de stabilité, que ce soit dans le 11 qui débute, mais aussi on voit pas de vision très très claire finalement. Organisation, on tâtonne beaucoup, donc on a hâte de commencer cette compétition pour voir quelle équipe va aligner Luis Enrique. C'est une équipe aussi très jeune, assez inexpérimentée, et ça fait beaucoup douter les Espagnols. Donc voilà, on les met pas ici, en tout cas favoris de la compétition, contrairement aux Français ou aux Belges. Et puis il y a aussi une absence de marque, c'est celle de Sergio Ramos, qui est quand même le capitaine emblématique de cette sélection, que Luis Enrique n'a préféré pas prendre parce que effectivement il était à court de forme, il a quasiment pas joué en 2021. Donc mais c'est une absence de poids, que ce soit dans le vestiaire, voilà, sur le terrain aussi. Et d'ailleurs, personne n'a voulu prendre son numéro 15 pour la compétition. C'est dire l'importance que ce garçon a. Pardon, mais ça. Non mais Antoine, Franck... Oui, non, c'est vraiment pour moi, je n'ai pas compris la décision du sélectionneur. Il a certainement ses raisons. Qu'on m'explique qu'elles sont sportives, je veux bien l'entendre. Il a très peu joué, effectivement. Mais là, c'est un leader, quoi, face à une équipe où il y a des jeunes. Il y a tellement un respect. C'est une institution, je trouve, Ramos, dans cette équipe espagnole. Donc, même s'il ne joue pas, j'ai vu son attitude. Ça a dû vous marquer aussi, Messaoud, sur les demi-finales de la Ligue des Champions face à Chelsea. On le voyait, il était sur le banc, il était en train d'haranguer ses coéquipiers. Il a un impact et un rôle. C'est un monument. Donc, c'est dommage de se priver de ça. Alors, je ne sais pas si c'est l'ego de l'entraîneur ou il y a des... Il vous respecte énormément parce qu'il a hésité à y aller. Non, mais je trouve que voilà quoi. C'est plus une question de vestiaire et du coup évidemment je suis obligé d'être humble par rapport à ton discours, Franck. Mais est-ce qu'un monument comme cela, tu peux le prendre pour ne pas le faire jouer? Est-ce qu'il accepterait autant au Real Madrid, je le conçois parce qu'il était dans une dynamique physique pas optimum. Mais est-ce que tu peux prendre Ramos, l'emmener à l'Euro, lui dire de ne pas jouer? J'ai le souvenir par exemple de Didier Deschamps en 2014 qui avait dit qu'il n'avait pas pris avec Abidal parce qu'il avait dit Abidal, si tu viens avec moi, c'est pour être titulaire. Je ne te prends pas pour te mettre sur le banc. Est-ce que c'est pas le même type de raisonnement pour Sergio Ramos? Ben justement, il y a peut-être eu, enfin moi j'ai pas eu vent de discussion dans ce genre de débat, mais je pense que ça aurait été bien que le sélectionneur l'appelle et lui dise voilà, tu vas peut-être que physiquement tu es moins performant, mais expliquer au moins et lui dire est-ce que tu acceptes ce deal? Je te prends parce que ton impact est tel dans un vestiaire. Ramos, peut-être que Ramos a dit non, c'est pas. Vous imaginez Ramos, je veux dire, dans un vestiaire, quoi. Je veux dire, quand il parle à ses coéquipiers, il y a des jeunes aussi. Par exemple, Thierry Henry en 2010, c'était pas un succès pour l'équipe de France. Non, mais il faut que ce soit clair. Alors je sais pas si ça l'avait été, mais là on demandera à Raymond quand on va croiser dans les couloirs, Raymond Domenech, si c'était clair ou pas. Voilà pour l'Espagne. Antoine, une dernière info à nous donner, une révélation, quelque chose, du croustillant? Non, alors c'est pas forcément du croustillant, mais c'est un fait aussi très rare pour cette sélection espagnole. C'est la première fois dans une phase finale qu'il n'y a pas de joueur du Real Madrid, et ça a fait aussi beaucoup parler ici. Donc voilà, et ça prouve peut-être aussi, j'allais dire le niveau, des joueurs espagnols du Real qui est un peu en baisse, même s'il y a des blessés comme Carvajal, comme Lucas Vazquez, mais par exemple un garçon comme Nacho qui a fait une fin de saison assez extraordinaire avec le Real, qu'il n'y soit pas, ça fait beaucoup parler ici. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve très vite dans l'équipe du matin pour les toutes dernières infos, toutes les nouvelles autour de la sélection espagnole. Le Portugal, et oui, on va aussi prendre des nouvelles du Portugal avec Eric Frosio.
bien arrivé au Portugal et qui guette tout ce qui se passe du côté de la sélection portugaise. Eric, est-ce qu'on parle du match ce soir? Vous aussi, on est occupé à autre chose au Portugal. Ça réveille quelque chose, la sélection, ou pas? Salut Messaoud, écoute, on parle pas mal de Portugal-Espagne, mais plutôt du Portugal-Espoir, du Portugal-Espagne, pardon, du désespoir, la demi-finale du championnat d'Europe Espoir. Je vous rappelle que la sélection des petits Portugais s'est qualifiée hier pour la finale. Ça fait la une des journaux du jour. C'est pas quelque chose de très fréquent. Les Français en savent quelque chose. C'est difficile de se qualifier pour la phase finale, encore plus de se qualifier pour une finale. Donc c'est ce qui fait la une des journaux aujourd'hui, la qualification donc des mini portugais. On parle aussi d'un autre Portugal-Espagne, c'est celui d'une candidature commune pour la Coupe du Monde 2030. Officialisation de cette candidature commune aujourd'hui et surtout ce soir lors d'un match amical. Donc vous en avez parlé avec Antoine au Metropolitano, un match effectivement qui fait parler. C'est le premier match préparatif à cet Euro et un match qui est important, évidemment. Fernando Santos a prévenu qu'il n'était pas question d'avoir peur, d'y aller à reculons. Ils ont des ambitions. Le Portugal a un énorme effectif et ils y vont évidemment pour regarder, comme il l'a dit, son adversaire les yeux dans les yeux. Pas question d'avoir peur, je vous l'ai dit. Fernando Santos l'a expliqué hier en conférence de presse et c'est aussi l'occasion dans les journaux, notamment à Bola, de faire un petit focus sur João Félix, le régional de l'étape, qui est un peu critiqué, qui n'a pas non plus confirmé toutes les attentes placées en lui depuis qu'il arrive à l'Atlético Madrid, mais il sera ce soir chez lui, il sera titulaire aussi puisqu'il va profiter des absences de Bernardo Silva et de Bruno Fernandes qui prennent un peu de repos après leurs finales européennes. Eric, comment va Cristiano Ronaldo ? Il va pas mal. On parle de lui, j'allais vous en parler en une du journal Record. Alors ça vous étonnera pas, c'est surtout pour parler de son avenir. Voilà, c'est là, en petit, en bas. On parle de son avenir et devinez où ? Au Paris Saint-Germain. On reprend un peu les informations du journal espagnol AS, mais on évoque aussi donc l'arrivée d'un entraîneur qui devrait pas compter sur lui à la Juventus de Turin et donc pourquoi pas un avenir qui se dessinerait du côté du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo. On rappelle que Neymar rêve de jouer avec Cristiano Ronaldo. Il l'a expliqué dans une interview récemment, donc forcément ça fait un peu les choux gras de la presse, l'avenir de Cristiano Ronaldo qui est un petit peu en pointillé actuellement. Mais ça va faire les choux gras de l'équipe du matin, là, maintenant. Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Qui y croit et qui en a envie, d'ailleurs? Tout le monde peut venir, notamment, on a vu par le passé au Paris Saint-Germain que les joueurs qui ont une carrière internationale assez importante aimaient bien finir à Paris. Rappelez-vous de David Beckham, je veux dire, ça a été un coup quand même assez extraordinaire. Donc là, je pense qu'il est encore en pleine possession de ses moyens, ce serait une recrue extraordinaire. Moi, j'y crois pas forcément, mais parce que c'est un joueur qui a encore plein de choses à faire. Et puis Simone, il trépigne. Non, je sais pas. L'histoire est très simple. Pour Massimiliano Allegri n'a jamais eu des excellentes relations avec Cristiano Ronaldo, surtout c'est terminé très mal. Quand il est parti de la Juve, il avait fait comprendre à l'époque à ses dirigeants que la Juve devait prendre une direction qui était sans Cristiano. Le retour d'Allegri ouvre des portes en départ de Cristiano et ses représentants, donc Jorge Mendes, regarde en Europe. Georges Mendes, son agent. Qui peut récupérer un joueur de 36 ans qui a un salaire de 30 millions net par an. Il n'y a pas beaucoup de monde. Paris, ça fait partie d'une short list, mais il n'y a que Paris, Manchester et peut-être le Real Madrid avec le retour de Carlo Ancelotti. Donc, il frappe à toutes les portes. Les premières qu'il ouvre aura le bonheur d'avoir un joueur de 36 ans qui était meilleur buteur de la dernière Serie A avec 29 buts. 29 buts pour Cristiano Ronaldo, effectivement, c'est énorme. Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain, écoutez, on va suivre ça. Merci Eric Frosio. Depuis le Portugal, vous serez avec nous pendant tout l'Euro. Merci infiniment. Simone, dans un instant, on parle de l'Italie. Enfin, quand même. Mais direction Clairefontaine, il y a des priorités, mon cher Simone. Je peux accepter ça. Priorité à l'équipe de France et aux dernières infos avec Anne-Sophie Bernadi, notre envoyée spéciale. Anne-Sophie. C'est ici, Messaoud, que s'arrête donc le parcours du pain athlétique d'Alan, le boulanger de Clairefontaine, puisque aujourd'hui, entraînement à huis clos pour l'équipe de France, ce sera à 17h30. Il y a quelques privilégiés toutefois qui vont pouvoir rentrer dans Clairefontaine. Ce sont les journalistes
seulement de télévision qui ont programmé des entretiens individuels avec certains joueurs. Pour les journalistes de presse écrite, ce sera des entretiens via Zoom, mais ce ne seront pas les seuls à pouvoir approcher les joueurs dans les prochains jours, puisqu'on l'a appris hier soir, 5000 supporters seront présents au Stade de France mardi pour le deuxième match amical de l'équipe de France. On l'a appris via un communiqué, 5000 places donc. En invitation pour remercier les gens qui ont été mobilisés durant la crise sanitaire. On peut lire notamment que ce sont des médecins ou des infirmiers, des pompiers, des gendarmes, des policiers ou encore des étudiants qui auront accès au Stade de France mardi soir sous condition évidemment de remplir les conditions du pass sanitaire, un test antigénique ou un schéma complet de vaccination. Merci Anne-Sophie. Franck Sauzet est inquiet. Est-ce que vous avez pris les chouquettes ou pas? Il en reste pas, il y a pas de souci. Ouais, je vois pas de chouquettes. Ils sont dans la voiture. On espère que vous aurez faim tout à l'heure parce qu'il y en a une petite douzaine qui vous attend tout à l'heure. Anne-Sophie est formidable. Je suis sûr qu'elle l'a fait pour de bon. Merci Anne-Sophie pour Franck Sauzet. Comme ça, il reviendra vendredi prochain. Ouais. L'Italie, parce que Simonet a hâte qu'on parle de l'Italie. L'Italie, Simonet, est-ce que l'Italie est favori ou outsider de cet euro? C'est la question du jour, tout d'abord. L'Italie favori, outsider. Bah ok, prochaine question. On ne pose même pas cette question. Je les mettrai dans les favoris aujourd'hui. L'Italie, c'est la favori des outsiders. On la connaît mal maintenant parce qu'elle n'était pas à la Coupe du Monde 2018 notamment, mais assez intéressante sur la phase de qualification. Il y a une équipe qui va gagner l'euro, qui doit gagner l'euro, c'est la France. Et si la France ne gagne pas, c'est une catastrophe. Et si la France ne gagne pas, l'Italie est juste derrière, prêt à gagner. Je trouve que le sélectionneur fait un travail incroyable. Ils sont invaincus, pratiquement, oui, ils sont invaincus de tout leur match. L'Italie, favori ou outsider? Ni l'un ni l'autre. Ils sont quand même pas favoris. Non, favorite. Pas parce qu'ils ont fait une campagne de qualification honorable qu'ils deviennent favoris à la place de l'Allemagne, à la place de la France. Je dirais quand même plutôt outsider. Je pense que les Italiens sont quand même un ton en dessous. Il y a quelques bons joueurs. Il y a pas énormément de qualité technique dans l'équipe. C'est une équipe avec un bon mix des jeunesse et expérience. Et ça fait très peu de joueurs qui sont dans les grandes équipes qui visent la Ligue des Champions. Il y a des jeunes joueurs comme Barella par exemple de l'Inter Milan qui est un bon joueur, mais au très haut niveau international, ça vaut quoi? On ne sait pas. C'est une équipe qui a du talent, milieu de terrain, du jeu, Jorginho, Barella, Verratti. On ne sait pas dans quel état sera Verratti, est-ce qu'il aura complètement récupéré de sa blessure ou pas. Et devant, à des joueurs de grande qualité, et comme Chiesa Insigne, et des buteurs intéressants. Et puis il manque un avant-centre du niveau de ceux que peuvent avoir certaines sélections rivales, de Harry Kane à Benzema, Griezmann. Personnellement, je les mettrais donc à cause de ça derrière les Suédois ou les Suisses. J'attends de voir quoi. Elle m'a plu cette équipe d'Italie sur la phase de préparation à l'Euro. Mais j'attends de voir ce que ça donne en compétition. Après c'est un nom, mais tu gagnes pas les matchs en étant un nom. C'est l'équipe vraiment prête pour surprendre l'Europe. Alors, Simonet, si vous cherchez Grégory Schneider, si vous avez 2 mots à lui dire, on va vous donner son planning quand vous allez le croiser dans les couloirs. Là, ce soir, j'attends jusqu'à quand il arrive. C'est incroyable. Il est bon. On est meilleur que Saint-Marin, Andorre. Voilà, c'est déjà pas mal. Le Vatican, au moins. C'est un derby face au pape, c'est compliqué. C'est pas mal déjà. Il est bon, Simonet, quand même. Moi, je retiens. Favori ça, des outsiders. C'est mythique. La favorite des outsiders. Parce que je l'ai dit ici, je l'ai dit. Non, mais ça, tu le dis. Simone, tu le dis face à la caméra, mais au fond de toi, favorite. On le sait, ça, tu vois. Donc, bon. Et moi, je suis d'accord avec toi. Il faut toujours compter sur l'Italie. L'Italie est une nation de football en général extraordinaire, je dirais, avec un mental. Et je pense qu'ils seront là, les Italiens. Ouais. Franchement, on se polarise là sur l'Allemagne. Perso, moi, j'y crois pas. J'espère me tromper, hein, voilà, pour X raisons. Mais je pense que l'Italie seront là parce qu'il y a aussi cette notion non pas de renaissance, mais il y a des jeunes qui arrivent, qui sont talentueux, qui apprennent bien. Tout dépendra aussi de Verratti. Je pense que Verratti, j'aimerais qu'il ait un rôle important dans cette équipe italienne, qui montre que c'est vraiment un leader. S'il joue, il aura. Il est un des joueurs avec plus d'expérience. On n'oublie pas
qu'on a un Italien comme Jorginho, qui, bon, on l'oublie que c'est italien, mais il joue dans la sélection italienne, qui est une pièce maîtresse de Chelsea, champion d'Europe, ça peut avoir des difficultés, cette équipe italienne, je le reconnais. C'est pas l'équipe de 2006, c'est pas une équipe qui peut écrire des pages historiques peut-être, mais sur cette compétition-là, elle est bien présente. Je ne vais même pas regarder quel est le record. On est sur 26 matchs d'invincibilité, mais l'équipe la plus compliquée qu'on a trouvée, c'est les Pays-Bas, qu'on a rencontré 2 fois, ou la Pologne, 16e et 21e dans les rankings FIFA. Donc, c'est vrai que dans ces 26 matchs, on n'a pas eu des vraies équipes de très haut niveau devant nous. Mais quand même. Non, mais vous êtes sur une série. Alors, j'ai quand même une question à poser. Simonet. Une chose seulement dire. Oui. Si la France, si l'Italie est considérée comme une favori de la France, je dirais non. Je regarde. Il y a Toni Kroos, il y a Harry Kane, il y a Cristiano, il y a Lewandowski. Soit Marco Verratti est très petit et c'est resté à côté. Soit il est juste derrière. Alors, on a oublié Verratti, vous croyez? Il va pas jouer. Il va jouer. On ne sait pas déjà, on ne sait pas. Polo Kanté quand même, Simonet. Oui, c'est vrai, là on peut pas. Déjà, même toi, tu vas l'admettre. La pièce tournante, celle qui va tourner. Oui, c'est ça. C'est Kanté quand même. Mais l'avantage qu'a l'Italie, c'est peut-être que... Alors, il y a une pression en Italie, j'imagine, il y a toujours une pression pour la squadra, mais vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on en attend aussi un petit peu moins. C'est une équipe qui est beaucoup plus homogène que par le passé, et c'est Roberto Mancini qui a réussi à faire ça depuis 3 ans. Je trouve qu'il y a peut-être moins de talent individuel, mais il y a une génération qui émerge. Barella, moi j'adore, ce qu'il fait à l'Inter Milan, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a quand même derrière une défense assez expérimentée. Donnarumma qui est dans les buts, qui est quand même un des meilleurs gardiens du monde. L'expérimenté, c'est 70 ans en 2. Bonucci Chiellini. Il m'a fait peur sur c'est un seul. Bonucci Chiellini, 70 ans en 2, et seulement 60 matchs en 2 cette saison, 35 Bonucci, 25 Chiellini, parce qu'il a eu pas mal de blessures physiques. On se retrouve avec les 2 titulaires. Seul point d'interrogation pour moi, la tenue physique de ces 2 cadres de monstres. Moi, je les vois aller loin quand même. Allez, et pour lancer la pub, on a choisi l'hymne italien. C'est pas mal quand même, Simonet. On vous accueille bien. Mais ça, vous savez pourquoi? C'est parce que c'est sur la chaîne Équipe ce soir. C'est pas pour vous. C'est parce que l'affiche, elle sera sur la chaîne Équipe ce soir. Italie, République tchèque ce soir.